Bernard Armeny, merci d'avoir accepté cet entretien. Je te laisse le soin de te présenter. Merci Michel, je te reconnais bien là. C'est une tâche délicate évidemment. Me présenter, disons que fondamentalement je pense que je peux dire que je suis un chercheur. C'est sans doute ce qui correspond le mieux en tout cas à l'image que je me fais de mon travail. Alors comme beaucoup d'universitaires, je ne fais pas que chercher, j'enseigne aussi. Et puis quand j'ai plus rien à faire et que je ne suis pas chercheur ni professeur, il m'arrive d'être gestionnaire et de présider aux destinées de diverses petites choses telles que par exemple à l'heure actuelle la stratégie de développement de mon université. Alors, si je dis chercheur ou professeur, il faut que je précise un petit peu dans quel domaine, évidemment. C'est, je pense, le mot phonétique qui correspond le mieux à l'image que je me fais de ces thématiques dans lesquelles je travaille, mais ce mot, sans doute, mérite quelques précisions. C'est extraordinaire combien les grands esprits se rejoignent. Justement, j'allais te demander de définir un peu la phonétique. Qu'est-ce que la phonétique ? Et voilà, je me suis mis dans un piège terrible en me présentant comme je me suis présenté, parce que te connaissant, mon cher Michel, je me doutais que tu allais me poser cette question. Et c'est complexe car figure-toi que je me la pose moi-même, cette question. Voilà, depuis quelques décennies, je dirige dans mon université à Mons une structure qui s'appelle Laboratoire de phonétique, qui s'appelle Laboratoire de phonétique depuis très longtemps, depuis qu'il a été fondé, ce laboratoire. Il a été fondé par Raymond Renard il y a très longtemps. Et je lui ai gardé toujours ce nom de laboratoire de phonétique, sans doute par respect par rapport à Raymond, aussi parce que, mon Dieu, lorsqu'on a une espèce de marque, on la garde, on essaye de se montrer avec une étiquette qui est connue, et en gros le labo de phonétique de Mons, c'est quelque chose dont souvent on a déjà entendu parler, à l'étranger, dans la communauté scientifique de référence, et il en va de ces noms comme beaucoup d'appellations dans le langage courant. Au fond, c'est le labo de phonétique. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça comme ça? On ne sait pas trop, mais comme tout le monde sait ce que c'est, on ne se pose plus trop la question. Mais je pense que la question, elle mérite sans doute d'être posée, pas que pour mon laboratoire, mais aussi pour la notion elle-même. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par phonétique? Qu'est-ce qu'on doit aller chercher comme cadre conceptuel pour répondre à cette question? Faut-il aller voir du côté de la linguistique? Faut-il s'enquérir plutôt dans le champ des sciences de l'éducation, de la didactique des langues, de la pédagogie? Faudrait-il au contraire rejoindre les neurosciences? Où en est-on avec ce mot phonétique? Bien entendu, il y a des définitions. Si on s'interroge sur ce que sont les niveaux structurels du langage, on peut se dire qu'on est là devant un ensemble de phénomènes qui en gros sont des phénomènes de bas niveau, pour utiliser une expression qu'on utilise souvent dans le domaine des sciences cognitives, sont des phénomènes qui touchent de très près tout ce qui est articulatoire, c'est-à-dire tout ce qui est moteur, c'est-à-dire tout ce qui d'une manière ou d'une autre est lié au mouvement, ce mouvement qui est producteur de son. Donc une première approche de ce terme peut être celle-là. Une deuxième approche peut être celle de la linguistique plus traditionnelle. Il y a la phonétique qui étudie les
des sons que les humains utilisent pour communiquer. Et puis il y a la phonologie qui vient rajouter une couche de complexité parce qu'elle s'interroge quant aux phonèmes et quant à ce que sont les déterminants qui font que ces sons qui au niveau phonétique sont produits sont comme ils sont. Et puis au-dessus, il y a évidemment les syllabes, et puis au-dessus, il y a les morphèmes, pardon, et puis. Alors, dans un cas comme dans l'autre, celui où l'on prend en référence plutôt un cadre cognitif ou celui où on prend en référence un cadre plutôt linguistique, ce qui me gêne énormément, moi, c'est que ces phonétiques-là, elles semblent être cantonnées quelque part dans la partie basse d'un ensemble extrêmement complexe. De la partie basse, symboliquement, à une représentation à caractère ancillaire, il y a évidemment un simple pas à franchir que d'aucuns franchiraient très facilement. Et ça ne correspond pas, mais alors là, pas du tout à l'image que j'ai en tête lorsque, parlant de mon laboratoire, je dirige un labo de phonétique. Si donc je devais trouver une autre définition, je pense que je serais probablement plus proche de ce que l'on évoque en général en parlant de science de la parole. Alors oui, on va aller chercher évidemment Ferdinand de Saussure, sa différenciation entre d'une part la langue et d'autre part la parole, et puis ce positionnement très, très fort qui pose la linguistique comme étant la science du langage, mais attention, d'un langage limité à la langue, au motif, on dit les successeurs de Saussure, que le tout du langage serait inconnaissable, c'est une citation, fin de citation. Alors, le tout du langage inconnaissable, évidemment, moi, ça m'a toujours excité, cette affirmation-là, et j'ai toujours été dérangé par cette posture extrêmement stricte, mais probablement aussi extrêmement limitative, et j'ai toujours ressenti comme un appel, comme un défi, cette idée d'aller là où on disait que c'était inconnaissable, parce que je pense que là, probablement, c'est le chercheur qui parle en moi. J'ai beaucoup de mal à accepter que quelque chose ne pourrait pas être connu. Et donc, je pense que si on va vers ces horizons d'une autre manière d'étude du langage, qui ne se définissent pas comme la linguistique, science du langage au sens de la langue, mais science du langage au sens de la parole, là je trouve un territoire qui m'est extrêmement familier. Sur ce territoire, évidemment, on s'intéresse à la matière sonore, mais plus à ce que l'humain fait de la matière sonore qu'à la matière sonore elle-même. Et donc, si la sculpture est intéressante, le sculpteur pour moi l'est beaucoup plus. Et il me semble utile d'être dans une quête permanente à propos des déterminants qui font que tels sont et comme ceci, tels sont et comme cela. Et bien entendu, si on se pose ce genre de questions, on n'est certainement plus du tout cantonné dans une espèce de zone inférieure, mineure, ancillaire, que du contraire, car dans tout ce qui fait qu'un son a été produit par une personne à un moment donné, dans une situation donnée, dans des conditions particulières, eh bien, tout ça, ça a des déterminants, évidemment.
Ces déterminants, ils sont loin de n'être que de bas niveau. Ces déterminants, ils sont de l'ordre peut-être de la psychologie du locuteur, ils sont de l'ordre peut-être de la manière dont le locuteur est capable de faire face à une situation adverse à laquelle il est confronté, ils sont de l'ordre peut-être de ce qui l'a saisi au niveau émotionnel avant qu'il ne prenne la parole. Ils sont de l'ordre, sans aucun doute, de sa connaissance, au sens de sa maîtrise de sa langue, en tout cas de la langue qu'il est en train d'utiliser au moment où ce son, il l'a produit. Et un son qui lui ressemble peut-être aurait été produit autrement par le même locuteur dans la même situation s'il eût utilisé à ce moment-là une langue autre que celle-là. Et donc, on voit que dans cette manière d'être au contact du son de parole, il y a évidemment tout un univers de complexité qui doit être pris en compte, qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas, qu'on n'a nulle intention d'occulter. Au contraire, c'est celui-là même qui est intéressant. Alors, ce type d'étude-là, oui, ça correspond à ce que j'estime intéressant de faire dans ce type de recherche et que je continue, tant bien que mal, à appeler phonétique. Mais cette phonétique-là devrait peut-être trouver dans des dictionnaires de sciences du langage de nouvelles définitions officielles.